Donc on a joué un petit peu ce matin avec les règles d'induction, etc., pour que vous compreniez à quoi correspondent ces notations, ces règles et tout ça. On va continuer un tout petit peu de jouer avec et ensuite on va essayer de voir à quoi ça peut nous servir pour faire des démonstrations. Jouer entre guillemets parce que je pense que ce n'est pas forcément la chose la plus amusante que vous ayez eu à faire jusque-là, mais bon. Alors, on va faire juste l'exercice 5, les deux premières questions de l'exercice 5. Les deux premières questions, c'est juste pour continuer à essayer de construire des règles qui permettent d'amener à un ensemble donné. Alors, ok, c'est ça. Ok, alors, la première question, on va essayer de donner une définition inductive de tous les langages de la forme A puissance n, B, C puissance n. De tous les mots, de la forme A puissance n, B, C puissance n. Alors, question, est-ce que ce mot-là fait partie de mon ensemble? Non. Pourquoi? Il y a 2 fois B. On est d'accord. Est-ce que ce mot-là fait partie de mon ensemble? Oui. Est-ce que ce mot-là fait partie de mon ensemble? Il faut le même nombre de A et de C. D'accord? Donc vous voyez déjà, en regardant notre ensemble, pardon, on peut en déduire facilement la forme que doivent avoir les mots. Il faut qu'il y ait le même nombre de A et de C. Est-ce que ce mot-là fait partie de mon ensemble? Non. Pourquoi? Voilà. À gauche du B, on doit avoir que quoi? Que des A. À droite du B, doit avoir que quoi? Que des C. Il doit y avoir combien de B? Un seul. Et il doit y avoir combien de A et combien de C? Autant, exactement. Et même 0. On peut en avoir 0. Voilà. Donc vous voyez, on est capable de faire des règles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver les règles qui permettent de construire cet ensemble. Et après, plus tard, ça ne va pas être dans cet exercice, mais ce qu'on pourrait faire plus tard, c'est en utilisant ces règles, démontrer que tout mot de mon ensemble respecte les propriétés qu'on a dites. C'est-à-dire un seul B, que des A à gauche, que des C à droite de B, et autant de A que de C. On pourrait démontrer ça, mais ça, on va le faire, mais dans un autre exercice. Donc, on ne va pas le faire directement sur ce langage, sur l'ensemble L1. Alors, ce qu'on va faire sur L1, c'est simplement essayer de construire les règles qui permettent de construire L1. Donc, quel axiome, quel élément de base ferait partie de L1 d'après vous? Oui? Alors, ABC appartient à LA, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que j'ai une règle encore plus basique que ça? Voilà, B, on est d'accord, c'est encore plus basique. B seul appartient à L1. Mais vous pouvez aussi le mettre ABC appartient à L1 comme un axiome. Seulement, vous allez voir après, quand on va faire les règles, on va se rendre compte que ABC appartient à L1, on pourrait le prouver encore avec les règles. Donc, ce n'est pas réellement un axiome si on est capable de le prouver. Donc, B appartient à L1, c'est un axiome. Maintenant, quelles seraient mes règles d'inférence? C'est-à-dire, si j'ai un mot W qui appartient à L1, qu'est-ce que je peux en construire? AWC appartient à L1. Tout à fait. Est-ce que vous avez une autre règle à me proposer? Ou est-ce que c'est la seule, parce qu'il n'y en a pas besoin d'autre? Eh bien oui, c'est la seule, c'est tout. Vous avez construit votre langage L1. En disant qu'on part de B et que quel que soit le mot, on rajoute un A à gauche et un C à droite de B, eh bien on a terminé le travail. D'accord? Donc,
Est-ce que vous pouvez démontrer avec ça, est-ce qu'on va pouvoir démontrer que AABCC appartient à L1? Comment je fais? Alors, normalement, si j'ai AWC, ça veut dire en fait le W, je l'identifie ici. Donc je peux remonter et juste avoir à travailler sur W. D'accord? Et donc W, c'est quoi? C'est ABC. Ok? Ça, c'est pas encore un axiome. Est-ce que j'identifie un W là-dedans? C'est ça, W, là, ce serait B. Donc je peux réappliquer ma règle, qui devient quoi? B appartient à L1. Et ça, c'est quoi? Un axiome. J'ai fait ma démonstration, AABCC appartient à L1. C'est démontré. C'est bon? Alors, petit 2. L2 est le langage des mots tel que tout A est suivi d'un B. Que je ne me trompe pas, celui-là, il a un petit piège. Il a un piège, effectivement. Donc, tout A dans le mot doit être suivi d'un B. Alors déjà, comment? Ok, on va commencer. Alors, on va essayer de trouver des axiomes. Ce ne seront pas forcément des axiomes, hein. On verra peut-être avec nos règles d'inférence qu'on peut les prouver et donc que ce ne sont pas des axiomes. Mais commençons. Donc, vous proposez quoi comme axiome? A seul ou AB? AB, on est d'accord. AB appartient à L2. Ah bah attendez, d'abord, est-ce que ce mot-là appartient à L2? Oui, parce que tout A est bien suivi d'un B. D'accord? Est-ce que ce mot-là appartient à L2? Toujours. Est-ce que ce mot-là appartient à L2? Oui, tout A est bien suivi d'un B. Pas de souci. Est-ce que ce mot-là appartient à L2? Non. Pourquoi? Il y a un A qui n'est pas suivi d'un B. Ok, très bien. Donc, on pourrait se dire qu'on a comme axiome AB appartient à L2. Est-ce que vous voyez d'autres axiomes? B appartient à L2 et C appartient à L2. Ok. Est-ce que vous verriez des règles d'inférence maintenant? C'est-à-dire que si j'ai W qui appartient à L2, comment je vais pouvoir rajouter des caractères à W? Ok. Où est-ce que je colle le C? À droite, si vous voulez. Je pourrais le coller à gauche aussi. Mais en fait, si je fais que des règles où je rajoute à droite, c'est l'équivalent que si je faisais que des règles qui rajoutent à gauche. C'est exactement la même histoire que l'exercice d'avant sur les séquences binaires. Je peux soit rajouter mes 0 à droite et mes 1 à droite, soit les rajouter à gauche. Je peux faire aussi les deux, les rajouter à droite et à gauche, mais ce n'est pas la peine, j'aurais trop de règles. Ce n'est pas nécessaire. Je les rajoute juste à droite, juste à gauche. Donc ici, on va dire qu'on rajoute les caractères à droite. Donc si j'ai W qui appartient à L2, alors W suivi d'un C appartient à L2. Très bien. Est-ce que vous avez une autre règle à me proposer? Donc si j'ai W qui appartient à L2, j'ai W suivi d'un A, et donc, s'il y a un A, ça doit être suivi d'un B, qui appartient à L2. Y a-t-il une autre règle? Oui, WB, tout à fait. Si W appartient à L2, alors je dois avoir WB appartient à L2. Oui? On peut enlever maintenant effectivement le AB.
appartient à L2. Et alors, qu'est-ce qu'il va falloir que... Alors, enlever le AB, il faut que je le remplace, parce que on est d'accord que AB, regardez, AB appartient à L2, c'est vrai normalement. Si j'enlève le AB, si j'enlève cette règle-là dans mes axiomes, comment je démontre maintenant que AB appartient à L2? Oui? On peut remplacer tous les... Alors, est-ce qu'on peut remplacer tous les axiomes par un ensemble? Oui, on peut remplacer tous les axiomes par un ensemble vide, effectivement. Donc vous pouvez effectivement, si vous acceptez que le mot vide appartient à L2, et le mot vide, en fait, par définition, il doit appartenir à L2, puisque dans le mot vide, tout A est bien suivi d'un B. Donc ça va. Donc effectivement, vos axiomes, vous pouvez tous les dégager, et simplement remplacer par un seul axiome, qui est le mot vide appartient à L2. Et c'est vrai que le mot vide doit appartenir à L2. Et vous allez voir que tous vos axiomes, maintenant, vous pouvez les exprimer comme ça. Vous voyez, par exemple, B appartient à L2. On va dire que ça, c'est la règle 1, ça, c'est la règle 2. Ah non, on va dire que ça, c'est la règle C, la règle A et la règle B. B appartient à L2, qu'est-ce que j'applique comme règle? La règle B, et ça me donne epsilon appartient à L2. Mot vide appartient à L2. Et ça, c'est mon axiome. C appartient à L2, mon autre axiome de départ. Qu'est-ce que j'appliquerai comme règle? La règle C, et ça me ferait epsilon appartient à L2. Et enfin, AB appartient à L2, mon autre axiome. Qu'est-ce que j'appliquerai comme règle? La règle A, et ça me ferait epsilon appartient à L2. Donc en fait, si je mets juste epsilon appartient à L2, mes trois autres axiomes ne sont plus des axiomes, parce qu'en fait, je peux les démontrer avec mes règles d'induction et le nouvel axiome que je viens d'ajouter. Et j'ai comme ça un ensemble de règles plus simple, et qui en plus prend en compte le mot vide, ce que ne faisait pas mon ensemble de règles d'avant. Ça va? C'est clair ou c'est... Pas trop? Ok, alors qu'est-ce qui vous pose problème? Dites-moi. Ici, dans ces règles-là, n'importe quel mot. En fait, si vous considérez qu'un mot, n'importe lequel, une séquence, appartient à L2, à ce moment-là, cette séquence de mots, vous pouvez lui rajouter C à droite, et le nouveau mot que vous construisez ainsi doit appartenir à L2. Suivi d'un B. Donc on est d'accord que si W suit cette règle, d'accord, si W suit la règle que dans W, tout A est suivi d'un B. Si je rajoute C à droite de W, ce nouveau mot que j'ai, qui est un peu plus long, il est aussi dans L2. Il continue de suivre la règle. C'est ça ce que c'est en train de dire. Si j'ai un mot, encore une fois W, qui suit la règle, donc il appartient à L2. Donc dans W, tout A est suivi d'un B. Si maintenant W, je lui colle A et B, est-ce que ce nouveau mot que j'ai fait, il suit toujours la règle? Oui. Donc, WAB appartient aussi à L2. En fait, je construis des règles qui me permettent de faire des mots de plus en plus grands. Et enfin, si W appartient à L2, c'est-à-dire qu'il suit la règle, tout A est suivi d'un B, si je rajoute juste B à la fin de W, ben, ce nouveau mot, ça continue à suivre la propriété. Donc, il suit la règle. Comment? Non, pas forcément. Pour la dernière, pas du tout. Non, 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 ça peut être un C. Ma règle, c'est de dire que quand j'ai un A, c'est suivi d'un B. La règle n'est pas quand j'ai un B, c'est précédé d'un A. La règle dit quand j'ai un A, c'est suivi d'un B, mais je peux avoir des B à la suite les uns des autres sans qu'il y ait de A. Ça reste valable. Donc voilà mes trois règles d'inférence. Et puis au-dessus, donc j'ai des axiomes qui sont mes règles de départ. Et je vois que mes règles de départ, ben, je peux en fait les simplifier. Si je dis simplement que le mot vide, ça suit cette propriété, eh bien, je mets juste le mot vide comme axiome. Je dis le mot vide appartient à ma propriété et toutes mes règles d'inférence que j'ai me permettent de prouver que mes anciens axiomes eh bien, appartiennent bien à L2. Donc ça fonctionne. Alors faisons un exemple. Hop, donc ça c'est bon, ça on l'a vu. Faisons un petit exemple. Essayons de montrer, donnez-moi un mot avec au moins 7 caractères qui appartiendra à L2.
Pas tous en même temps, parce que sinon j'entends pas, c'est trop... Alors, A, B, C, 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 AB. Allez, j'en rajoute un. Est-ce que celui-là appartient à L2? Normalement, oui, mais on veut le prouver. Donc, pour prouver qu'il appartient à L2, il va falloir que je déconstruise sa structure en suivant mes règles d'inférence, mais dans l'ordre inverse. Donc, qu'est-ce que je peux faire à ABC, CC, ABB? Alors, j'ai le droit d'appliquer la règle B. La règle B qui dit qu'en fait, quand j'ai un mot qui termine par B qui appartient à L2, normalement, si lui appartient à L2, ben le fait de retirer le B, ça reste un mot qui doit appartenir à L2 normalement. Donc, normalement, A, B, C, 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 A, B devrait appartenir à L2. Qu'est-ce que je peux appliquer comme règle là? La règle A. Et la règle A me dit quoi? Quand j'ai un mot qui termine par AB, bon, ben, ça veut dire que tout ce que j'avais avant AB, ça doit suivre ma propriété. Donc, A, B, C, C, C doit appartenir à L2. Qu'est-ce que j'applique comme règle? La règle C. B, C, C doit appartenir à L2. Qu'est-ce que j'applique comme règle? Qu'est-ce que j'applique comme règle? Ah, regardez bien, là je suis sur ABC, donc j'applique la règle C, pardon, c'est ce que j'ai dit, j'ai AB. Et maintenant, qu'est-ce que j'applique comme règle? La règle AB, ça m'amène sur quoi? Le mot vide appartient à L2. Et le mot vide appartient à L2, c'est quoi? C'est un axiome, c'est terminé. J'ai fait ma preuve. Donc ma preuve, il faut la lire dans l'autre sens. Quand je la construis, ma preuve, quand je la trouve, je la construis de bas vers le haut. Après, quand je la lis, ma preuve, ben, je la lis de haut vers le bas. Je pars d'un axiome, le mot vide appartient à L2, et je vois comment je construis à partir du mot vide le mot que je voulais faire. Ça va? Mais vous aussi, dans votre copie, si vous vous sentez mieux à construire à partir du mot vide, reconstruire votre mot, faites-le. Mais c'est vrai qu'en général, quand les choses vont se complexifier, c'est toujours de la conclusion qu'on part et on remonte petit à petit pour essayer de trouver des axiomes qui apparaissent. OK. Et bon, on a fait le langage L2. Parfait. Donc, on va pouvoir faire un autre exercice. Et là, je vais revenir à l'exercice 4. OK. L'exercice 4, c'est celui-là. Là, l'exercice 4 est intéressant parce qu'en fait, je veux montrer une propriété dessus. C'est bon. Alors, d'abord, on me demande normalement d'expliciter ce que c'est que l'ensemble E. Est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est que l'ensemble E, d'après vous? Exactement, c'est plutôt ça, voilà. L'ensemble E, c'est tous les nombres supérieurs à ou égaux à moins 1 qui ne sont pas divisibles par 3. Alors vous voyez, par exemple, moins 4, ce n'est pas divisible par 3, mais moins 4, il n'est pas dans E. Parce que dans E, mon point de départ, c'est moins 1 et 1, et à partir de, qu'est-ce que je construis? Que du plus 3. Donc moins 4, je ne peux pas l'avoir dans E, ce n'est pas possible. Vous êtes d'accord? Ça va? Donc en fait, cet ensemble E, c'est bien tous les nombres qui ne sont pas divisibles par 3, mais supérieurs ou égaux à moins 1. C'est ça. OK. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser, c'est plutôt montrer que pour tout élément x de E, x n'est pas divisible par 3. Donc montrer une propriété sur les éléments de E. C'est ça qui va nous intéresser dans cet exercice. Comment fait-on pour montrer qu'une propriété est vraie sur tous les ensembles E? Donc on souhaite montrer, là, on va montrer que pour tout x appartenant à E, x n'est pas divisible par 3. J'ai recopié la question, mais ce n'est pas grave.
comment démontre-t-on cela? C'est une démonstration par récurrence. Avez-vous des idées de comment ça va fonctionner? Oui? Exactement. Vous commencez par vérifier que pour les règles de base, vos éléments de base suivent bien la propriété. D'accord? Et ensuite, deuxième étape. Vous vérifiez? Voilà. On va supposer que la règle de base est vraie et on va ensuite impliquer la règle d'inférence pour voir si elle reste vraie. Donc, je m'explique. Vous avez une seule règle d'inférence. Cette règle d'inférence dit si W appartient à E, alors W plus 3, si X appartient à E, alors 3 plus X, ou X plus 3, appartient à E. Donc ça va. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez supposer que X, comme il appartient à E, il suit la propriété. C'est-à-dire qu'il n'est pas divisible par 3. Et vous allez devoir démontrer à ce moment-là que si X n'est pas divisible par 3, alors 3 plus X n'est pas non plus divisible par 3. D'accord? Donc, première étape, montrons que la propriété est vraie pour tous les éléments des règles de base. Donc, est-ce que 1 est divisible par 3? 1 n'est pas divisible par 3. Est-ce que moins 1 est divisible par 3? Non plus. Moins 1 n'est pas divisible par 3. Donc, CQFD, j'ai bien démontré que pour tous les éléments des règles de base, eh bien, les éléments des règles de base ne sont pas divisibles par 3. Donc la propriété semble vraie déjà pour les éléments de base, c'est bien. C'est l'équivalent dans votre démonstration par récurrence de P de 0, c'est-à-dire de montrer que votre propriété est vraie pour un certain rang spécifique. Maintenant, c'est la suite de votre récurrence. La suite de votre récurrence, c'est si vous supposez que P de n est vrai, vous devez montrer que P de n plus 1 est vrai. D'accord? Ici, c'est légèrement différent. On montre que si la propriété est vraie à un certain moment, alors elle reste vraie à l'étape d'induction suivante. Vous voyez le parallèle avec la récurrence? Oui? Oui? Comment on va passer d'un des éléments à un autre? C'est-à-dire? Non, pas x plus 1. Vous allez prendre x et vous supposez qu'il appartient à E en supposant que la propriété est vraie à ce niveau-là. C'est-à-dire que, comme il appartient à E, il n'est pas divisible par 3. Et vous allez devoir démontrer à ce moment-là que x plus 3 n'est pas divisible par 3. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez montré deux choses. Vous aurez montré que quand vous avez un élément qui suit la propriété, alors l'élément suivant dans l'espèce d'induction, il suit aussi la propriété. Et vous aurez montré que vos deux éléments de base, ils suivent la propriété. Étant donné que tout est construit à partir des éléments de base auxquels on applique l'adduction, ça veut dire que tous les éléments que vous pourrez construire et mettre dans E, ils vont suivre la propriété. Parce que les éléments de base suivent la propriété, donc quand j'applique l'induction sur les éléments de base, tout ce que j'obtiens suit la propriété. À partir de E, tout ce que je construis suit aussi la propriété. À partir de ces nouveaux, tout ce que je construis suit la propriété, etc., etc. Donc, vous aurez prouvé que tous les éléments de E suivent la propriété. C'est clair? Alors, ça c'est l'étape 1, donc l'étape 2. Étape 2. On montre que la propriété se conserve lorsqu'on applique toutes les règles d'induction. Autrement dit, donc ici, nous avons
une seule règle qui est que x appartient à E, alors 3 plus x appartient à E. Ça, c'est la règle d'induction qu'on avait. Je veux montrer que si x suit la propriété, c'est-à-dire que l'élément supérieur de ma règle d'induction suit la propriété, alors 3 plus x suit aussi la propriété. C'est-à-dire l'élément inférieur de ma règle d'induction suit aussi la propriété. C'est ça que je veux montrer. D'accord ? Alors, comment je fais? Donc, si x est divisible par 3, si x n'est pas divisible par 3, je suis bête. Si x n'est pas divisible par 3, alors, pour tout k appartenant à n, j'ai 3 fois k qui sera différent de quoi? X. Je ne suis pas capable de trouver un entier tel que 3 fois cet entier me donne x. On va plutôt se mettre dans z parce qu'il y a les nombres négatifs aussi, il y a le moins 1, etc. Donc bon, on se met dans z. Donc 3k différents de x. J'en déduis quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour commencer à trouver quelque chose qui correspond à 3 plus x? Oui? Voilà, je fais plus 3 de chaque côté. Comme ça va commencer à ressembler à la règle que j'ai en dessous. Donc je fais plus 3. X plus 3, donc pour tout k appartenant à z, j'ai 3k plus 3 différent de x plus 3. D'accord? Autrement dit, je peux dire que pour tout k appartenant à z, j'ai 3 facteurs de k plus 1 différents de x plus 3. Ça va jusque-là? Ok. Ce k plus 1, je peux le renommer k'. Je peux lui donner un autre nom, en fait. Donc j'ai montré que pour tout k', si on pose k' égale k plus 1, on a, pour tout k' appartenant à z, 3 fois k' est différent de x plus 3. Et ça veut dire quoi? Voilà. Donc x plus 3 n'est pas divisible par 3. Et donc c'est QFD. C'est QFD parce que, parce que j'ai démontré ce que je devais démontrer. C'est-à-dire j'ai bien démontré que c'était pas divisible par 3, c'est ce qu'on me demandait. La propriété se conserve. La propriété de non-division se conserve quand j'applique ma règle d'induction. Et donc là, j'ai démontré quelque chose en utilisant mes règles d'induction. Ça va? Donc voilà comment vous allez pouvoir relier ces constructions par induction et une démonstration. Quand vous voulez démontrer une propriété sur un ensemble qui est construit par induction,
vous allez montrer que la propriété est vraie pour chaque règle de base et que la propriété est vraie pour chaque élément, que la propriété se conserve pour chaque élément de votre induction. Pour chaque règle d'induction que vous avez, vous montrez que la propriété se conserve. Et vous aurez à ce moment-là montré que la propriété est respectée pour tout, à chaque fois. Pour tous les éléments de votre ensemble que vous décrivez par induction. Alors, question ici, qu'est-ce qui fait vraiment, quelles sont les règles vraiment qui font que quelque chose, dans mon ensemble, là, si vous réfléchissez vraiment à ce qu'on a vraiment, ce qui est vraiment, je dirais, indispensable, qu'est-ce qui est indispensable pour que mon ensemble, ce soit l'ensemble d'entiers qui ne sont pas divisibles par 3. Quels sont les éléments vraiment indispensables là-dedans? Oui. Ok. Donc la règle d'inférence, ok. Mais est-ce que la règle d'inférence, en fait, elle est rigolote la règle d'inférence, parce que regardez. Imaginons que je remplace tous les différents par des égaux. D'accord? Donc au contraire, je dis que x est divisible par 3. Si x est divisible par 3, donc j'ai 3k qui est égal à x. Dans ce cas-là, j'ai 3k plus 3 qui est égal à x plus 3. Donc, j'ai 3k plus 1 qui est égal à x plus 3. Donc, j'ai 3k' qui est égal à x plus 3. Et donc, x plus 3 est divisible par 3. D'accord? Si je suppose que x est divisible par 3, alors x plus 3 est divisible par 3. Si je suppose que x n'est pas divisible par 3, alors x plus 3 n'est pas divisible par 3. Vous voyez cette règle d'induction, finalement, si je renverse et que je dis que finalement c'est divisible par 3, la règle d'induction, elle ne m'empêche pas. Hein. La règle d'induction, elle me dit, si x il est divisible par 3, votre x plus 3 il sera divisible par 3. Si x n'est pas divisible par 3, votre x plus 3 il ne sera pas divisible par 3. Donc en fait, la règle d'induction, elle laisse tout passer. Quels sont les éléments qui empêchent justement d'avoir des éléments divisibles par 3 là-dedans? C'est les règles de base en fait. Si les règles de base, je les changeais, et qu'au lieu d'avoir 1 et moins 1, je mettais 0. Juste 0, juste lui. Ça deviendrait quoi mon ensemble? L'ensemble des entiers divisibles par 3. Donc vous voyez là, les règles de base, c'est elles qui jouent un peu les garde-fous sur qui décident vraiment de qu'est-ce qu'on est en train de construire, c'est elles qui changent tout. La règle d'induction, elle ne change pas grand-chose. Enfin, elle est importante, mais elle ne change pas grand-chose. Si je change mon axiome, comme je vous disais tout à l'heure, quand je change mon axiome, je change complètement mon cadre de travail. Et je garde la même règle d'induction. Et si au lieu de mon axiome, au lieu d'avoir moins 1 et 1, j'avais 0, j'aurais un cadre de travail complètement différent qui serait l'ensemble des entiers divisibles par 3. Oui? Comment? Alors, pardon, l'ensemble des entiers positifs. Voilà, oui. Il y a toujours cette histoire des négatifs là-dedans, et je suis d'accord, là. Alors, voilà. Maintenant, la question... C'est dommage, parce que c'est une question sur laquelle je voulais vous faire rebondir, mais j'aurais oublié de vous la poser de toute façon, donc vous avez bien fait de me poser la question. Est-ce que E, c'est l'ensemble des entiers divisibles par 3? Enfin, est-ce que c'est l'ensemble des entiers relatifs divisés par 3? Non divisibles par 3, pardon. Non. Non, parce que moins 4, il n'est pas divisible par 3, mais il n'est pas là-dedans. D'accord? Est-ce que E, c'est l'ensemble des entiers, enfin des entiers relatifs supérieurs ou égaux à moins 1, non divisibles par 3? Alors, si on me dit non, qui dit non? Alors, vous dites non? Ah oui, mais c'est à cause du moins 1. Et oui, le moins 1, vous faites 3k plus 1, mais en fait, les entiers qui sont... En fait, le moins 1, il est équivalent à votre 1, 2, si vous voulez. Et à partir de 1, vous construisez 1, 4, 7 et 10. Et à partir de 2, vous construisez 5, 8, 11, et etc., etc. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de faire 3k plus 1 et 3k plus 2. Vous avez juste besoin de deux axiomes de base bien placés, donc moins 1 et 1. Et là, vous construisez tous les entiers qui ne sont pas divisibles par 3. Tous les entiers supérieurs ou égaux à moins 1 qui ne sont pas divisibles par 3. Et c'est bien le cas. D'accord? C'est bien le cas. Mais est-ce qu'on l'a prouvé? Est-ce qu'on l'a prouvé? Non, on ne l'a pas prouvé. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre propriété que vous avez prouvée, c'est de dire que pour tous les x qui sont dans E,
les x suivent une certaine propriété. Ils ne sont pas divisibles par 3. Mais vous n'avez pas prouvé que tout élément non divisible par 3 était dans E. Vous n'avez prouvé une chose que dans un sens avec ce genre de démonstration. Vous ne pouvez pas prouver dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas montrer la nature en elle-même de E. Vous ne pouvez pas dire E, c'est l'ensemble des entiers supérieurs ou égal à moins 1 non divisible par 3. Vous ne pouvez pas le montrer avec cette méthode. Cette méthode, elle vous permet de dire tout élément de E suit cette propriété. Mais elle ne vous permet pas de dire tous les éléments qui suivent cette propriété sont bien dans E. Cette méthode, elle ne vous permet pas de faire le sens inverse. Elle ne vous permet pas de faire une équivalence. Pour faire l'équivalence, c'est un peu plus compliqué. Et il faut utiliser ce que vous avez vu dans le cours, qui est de construire petit à petit votre ensemble, en construisant les étapes intermédiaires et de montrer qu'à la fin, tous les éléments qui ne sont pas divisibles par 3 se trouvent bien dans votre ensemble construit. Donc comprenez bien que ça vous permet juste de dire chaque élément de E suit cette propriété et je le démontre. Mais par contre, ça ne vous permet pas de dire que chaque élément qui suit cette propriété est bien dans E. Ce n'est pas avec cette approche que vous pourrez le démontrer. Oui ? Alors, oui, mais ça c'est un gros problème de la logique et de ce cours, c'est que vous allez voir que ce cours n'aime pas les démonstrations par l'absurde. En fait, c'est les preuves par induction, c'est des preuves par construction. Et il y a tout un pan de la logique qui s'attache à montrer les preuves par l'existence même de la propriété et qui ne veut pas démontrer quelque chose par l'absence de l'inverse de la propriété. Ça, c'est la preuve par l'absurde, hein, qui est aussi autorisée en mathématiques. Et bien, dans certains domaines, en logique, on n'en veut pas, parce que montrer l'absence de la propriété inverse, ce n'est peut-être, c'est pas considéré comme une preuve directe, c'est une preuve indirecte. Et une preuve indirecte, c'est dangereux, parce que vous n'êtes pas sûr que si vous avez l'absence de la propriété inverse, vous êtes pas sûr en fait que votre propriété inverse, elle est vraiment, vraiment l'inverse. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que vous n'aurez pas votre propriété, la propriété inverse, et puis un truc entre les deux qui se balade? En fait, ce que ces preuves par l'absurde, elles se basent sur le fait que si quelque chose n'est pas faux, alors il est vrai. Eh bien, ça c'est rejeté dans certains domaines de la logique, c'est rejeté. Si quelque chose n'est pas faux, il n'est peut-être pas forcément vrai. Il est peut-être dans un état non défini. Donc c'est pour ça que dans certains domaines, on s'attache à des preuves directes et on oublie les preuves par l'absurde. Et voilà pourquoi ce que vous alliez proposer, ben, ça va se rentrer en désaccord avec certaines parties de ce cours, qui s'attachent vraiment à démontrer des choses par leur existence directe et non pas par l'absence de leur contraire. Voilà. Donc ça va changer beaucoup de choses, mais ça permet aussi de faire des démonstrations beaucoup plus robustes. De toute façon, c'est vrai qu'on peut se dire en mathématiques, si quelque chose est vrai, on doit pouvoir le démontrer directement, et pas démontrer l'impossibilité de son contraire. Si racine de 2 est vraiment un irrationnel, on doit pouvoir le démontrer directement, et non pas passer par le fait que si on considère que c'est un rationnel, alors on arrive à quelque chose de faux. Parce qu'en général, la preuve par l'absurde que vous voyez au lycée, c'est racine de 2, on imagine que c'est un rationnel, donc ça s'écrit un entier p divisé par un entier q, et on montre que ça arrive à quelque chose d'impossible, d'absurde. Et donc on a dit, ah bah alors donc c'est un irrationnel. Eh ben oui, mais qu'est-ce qui nous permet de dire que quelque chose est soit rationnel, soit irrationnel? Peut-être qu'il y a quelque chose entre les deux qu'on n'a pas vu, voilà. Bon, par définition, non, ce n'est pas le cas, mais voilà. Si on veut une preuve convaincante que racine de 2 est un irrationnel, eh ben, faut le faire directement, et pas par le contraire. Ok, donc, on a montré ici une propriété. Vous avez fait donc votre première démonstration de propriété sur... non, c'est là que je vais, moi. Hop, voilà. Et maintenant, on va revenir à l'exercice 5 et on va faire ce truc-là. Donc, de retour à l'exercice 5, et on définit un langage de cette nature. Alors d'abord,
comme on l'avait fait précédemment, on dit que le mot vide appartient à notre langage. On dit que si notre mot peut être divisé en deux parties, alors si on a deux mots qui appartiennent à notre langage, la fusion des deux mots, la concaténation des deux mots, appartiendra à notre langage aussi, à notre ensemble L. Ça, c'est la règle de gauche d'inférence. Ensuite, on dit que si on a un mot qui appartient à notre langage, alors ce mot, on peut le concaténer avec lui-même en étant AB en plein milieu, et ça appartient à notre langage. Voilà. Et puis enfin, si on a toujours notre mot qui appartient à notre langage, on peut concaténer ce mot avec lui-même, mais en rajoutant C aux deux extrémités, puis ça appartient à notre langage. Voilà. Bon, c'est vraiment histoire de vous faire un langage bizarre. Hein. Et ensuite, l'objectif, c'est d'être capable de montrer que certains mots n'appartiennent pas au langage. Pas qu'ils appartiennent, mais qu'ils n'appartiennent pas. Ce qui est très compliqué, parce que je vous ai dit que les règles d'inférence, on pouvait les utiliser pour montrer qu'un mot appartenait à notre langage, ou pour montrer que quelque chose appartenait à notre ensemble, mais pas pour montrer qu'il n'appartenait pas. Pour montrer qu'il n'appartient pas, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il va falloir utiliser toutes les règles d'inférence possibles et de montrer qu'à chaque fois, on n'arrive pas à démontrer que notre mot appartient. Donc, épuiser toutes les possibilités, et une fois qu'on a essayé toutes les possibilités inimaginables, et qu'elles ont bien amené à une impasse, on aurait démontré que notre mot n'appartient pas à notre langage. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on va faire ici, parce que c'est beaucoup trop long. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on construit notre langage. Ensuite, on montre des propriétés sur notre langage, et on montre que ces mots ne suivent pas ces propriétés. Tout simplement. Donc, première chose, est-ce que le mot cesser appartient à notre langage? Comment vous le démontrez, ça? Troisième règle, cesser, en plein milieu, vous avez quoi? Vide, vide. Donc vous avez bien C, vide, vide, C. Donc ça veut dire que vide appartient au langage, et vide appartient au langage, c'est notre règle de base. Donc ça, c'est bon. Est-ce que AB appartient à notre langage? Alors, AB, il appartient au langage? Comment vous faites? Deuxième règle? Vous êtes courageux pour la deuxième règle. Ok, alors AB. Vous appliquez la deuxième règle? Ah, la première. La première ou la deuxième? La première, comment vous l'appliquez? On fait A d'un côté et BAB de l'autre? Et il faut montrer que A appartient à L3 et BAB appartient à L3? Alors, vous voyez la difficulté de cette première règle, cette première règle, c'est qu'en fait, elle vous permet de séparer votre mot n'importe comment. Donc, vous voyez déjà pour un ordinateur, s'il devait faire une preuve automatique, cette première règle, en fait, c'est beaucoup de possibilités à tester, parce qu'il va falloir qu'il décompose le mot en deux de plein de différentes façons. Vous voyez, cette première règle, on n'a pas l'impression que c'est qu'une règle. On a l'impression, que c'est qu'une règle, mais en fait, c'est beaucoup de règles, parce qu'elle nous dit qu'on va pouvoir partager notre mot en deux de plein de différentes façons. D'accord? Vous, par contre, vous savez ce que vous voulez et vous avez quand même l'intelligence humaine, donc vous êtes capable de ressentir qu'il va falloir le diviser d'une certaine façon et pas d'une autre. Et ce que vous me proposez, c'est de mettre AB d'un côté et AB de l'autre côté. C'est bien ça? D'accord. Mais vous êtes d'accord que ça, c'est bien une application aussi de ma première règle. A d'un côté et BAB de l'autre. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, je ne pourrais pas, avec ça, je ne peux pas conclure. Là, je suis bloqué. Mais ça ne me permet pas de conclure, parce que je suis bloqué, ça ne me permet pas de conclure que ABAB n'appartient pas à L3. Ça me permet juste de dire, le chemin que j'ai choisi, les choix que j'ai faits ne sont pas les bons, mais il va peut-être falloir que j'en fasse d'autres. Et donc, je vais faire d'autres choix. Oui? On s'en fiche. Si un chemin fonctionne, votre démonstration est bonne. Par contre, si un chemin ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que peut-être un autre chemin fonctionnerait. Et pour être sûr que la propriété est fausse, il faudrait épuiser tous les chemins possibles, toutes les possibilités. Donc ici, on va plutôt partager en deux, comme vous me le dites, avec AB d'un côté et AB de l'autre côté. Oui? Si, tout à fait. C'est moi qui suis paresseux. Et ensuite, quelle règle on applique?
Donc on va dire que ça c'est la règle 1, la règle 2, la règle 3. On applique la 1 ici? Ok. J'applique la 1. Et là je fais quoi? Comment? Ah ben non, j'ai le droit d'appliquer la 1. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que ça me permet de dire qu'à ce moment-là, ABAB n'appartient pas à L3? Parce que je n'y arrive pas, est-ce que ça me permet de conclure qu'il n'appartient pas à L3? Non. Il va falloir que j'essaye plein d'autres choses. Donc je reviens en arrière. Qu'est-ce que je pourrais faire à ce moment-là? Ok. Je vais plutôt appliquer, comme on me dit, la deuxième. La deuxième, elle me dit si j'ai X, AB, X, qui appartient à L3, alors il faudrait que je montre que X appartient à L3. Mais là, donc, c'est le mot vide, AB, le mot vide, donc X, c'est le mot vide. Donc, je peux mettre epsilon appartient à L3. Et ça, c'est quoi? C'est une règle de base. Est-ce que j'ai fini ma démonstration? Parce qu'il faut faire la même chose à droite. Voilà, il va falloir que je fasse la même chose à droite. Bon, hop. Et là, j'ai terminé ma démonstration. Donc, lui appartient à L3, lui appartient à L3. Alors, est-ce que C, AB, AB, C, C, C appartient à L3? Oui. Alors, il ne va pas falloir me bluffer comme ça, il va falloir me le prouver. Parce que là, je sens quand même qu'on me bluffe. C'est l'exemple. Voilà, c'est celui-là. Alors, comment on fait ça? Ok, on applique... Alors, on me propose déjà d'appliquer la règle 3. Pourquoi pas, hein? La première règle? Bah, si vous voulez aussi. Hein. Première règle ou troisième règle? Premier? Troisième? Moi, j'ai envie de... Moi, j'ai fait comme vous me dites. Hein. J'ai appliqué en premier la première règle. J'ai envie d'essayer d'appliquer la troisième. Parce que la troisième, on voit qu'elle peut s'appliquer. Le mot commence par C, le mot termine par C. Donc, autant essayer. Hein. Donc là, le mot, c'est C, A, B, A, B, C, 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 qui appartient à L3. Il faudrait donc qu'en appliquant la troisième règle, je remonte à A, B, C, C, appartient à L3. Ensuite, on fait quoi? Ok, donc je fais la règle 1. Ok, je mets d'un côté A, B, A. Et de l'autre côté, je mets B, C, C. Ah ben, j'ai pas le droit de faire ça? Ah si, on est d'accord que j'ai le droit, mais ça ne va pas me mener à grand-chose. Donc effectivement, il faut que je fasse de façon intelligente. On peut... Alors, est-ce qu'on pourrait appliquer la règle 2 ici? Au milieu, on a AB, mais est-ce qu'à gauche et à droite, on a la même chose? Parce que la règle 2 dit bien qu'on doit avoir AB, mais entouré de la même chose. À gauche et à droite, on doit avoir X à gauche et X à droite. Or, ici, j'ai AB à gauche et CC à droite. Donc, je ne peux pas appliquer la règle 2 là. C'est vraiment interdit. Donc, ici, maintenant, je vais faire laquelle? Ici, je vais faire la règle 1. Ouais. Tout à fait. Vous avez le droit de dire que comme ABAB, vous l'avez déjà démontré, vous n'avez pas besoin de recommencer, donc c'est bon. Vous pouvez l'intégrer dans vos axiomes. Ce n'est pas un vrai axiome, mais vous pouvez l'intégrer maintenant dans vos axiomes. Donc effectivement, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Sinon, ce qu'on ferait, hein, c'est qu'on prendrait l'arbre de démonstration pour ABAB, et puis on le colle au-dessus, et c'est terminé. Donc là, il n'y a pas d'intérêt à perdre du temps. Et CC, eh ben, lui aussi, on l'a déjà démontré, donc c'est terminé. Comment? Là? Mais CC aussi, on l'a déjà démontré. Regardez, c'était le premier qu'on devait montrer qu'il appartenait. Donc CC, c'est déjà fait aussi. Oui? Oh ben, vous dites CC appartient à L3 a déjà été démontré dans un exercice précédent. ABAB appartient à L3 a déjà été démontré dans un exercice précédent. C'est la fin. Donc vous pouvez directement les mettre avec un petit chapeau, comme si c'était des axiomes. Ce n'est pas des véritables axiomes, mais c'est des choses que vous avez déjà établies, donc elles sont vraies. Ok, bon. CC, AB, AB, CC, AB, AB, CC. Lui aussi, il est bon. On va le passer, hein, ça va. Voilà.
Ouais, Ah non, en fait, c'est pas si relou que ça, celui-là, en fait. C'est... Ouais, parce que vous avez... En fait, vous avez... Regardez, ici, vous avez votre CABAB... c'est ça. Vous avez CABABC, c'est X, et CABABC, c'est X. Donc, en fait, d'un seul coup, vous virez tout, là. Vous avez une structure de façon C, X, X, C, et vous virez... vous avez juste C, AB, ABC, et puis après vous avez juste AB, et puis après c'est terminé. En fait, en 3 étapes, c'est joli. Ça. Mais bon, c'est bon. On est content. Alors maintenant, on veut surtout démontrer que les mots dans L3 contiennent autant de A que de B. Alors, pour faire ça, on va faire comment? On va le faire par induction. Donc, on va devoir montrer que quoi contient autant de A que de B. Les règles de base. Et les règles de base, c'est quoi? C'est l'ensemble vide. Et ensuite, on doit montrer que quoi? Voilà, que la propriété d'avoir autant de A que de B est conservée par mes règles d'induction. C'est-à-dire que si j'ai X qui a autant de A que de B et Y qui a autant de A et de B, alors XY a autant de A que de B. Je dois démontrer que si X a autant de A que de B, alors XABX a autant de A que de B. Et enfin, je dois démontrer que si X a autant de A que de B, alors CXXC a autant de A que de B. Ça va? Eh bien, allez, c'est parti. Alors, pour faire ça, donc ça, c'est la question numéro 4. Pour tout X, on pose A de X, le nombre de A dans le mot X. Et incroyable, on va poser quoi d'autre? Comment? B de X, qui sera quoi donc? Le nombre de B, c'est incroyable. Dans le mot X. D'accord? Donc ça, déjà, vous commencez par poser vos notations qui vont vous servir. Parce que si vous faites ça en examen et que vous continuez à faire nombre de A de X, ça vous prend du temps et de l'écriture. Donc ce que vous devez faire dès le départ, c'est que vous savez que vous allez devoir définir des quantités. Le nombre de A, le nombre de B. Donc vous appelez ça de façon le plus courte possible. Comme ça ne vous prend pas de temps à l'écrire. Donc A de X, le nombre de A, et B de X, le nombre de B. On veut montrer quoi? On veut montrer, donc ensuite vous réexpliquez la question avec vos notations. On veut montrer que pour tout X appartenant à L3, on a quoi? A de X égale B de X. Voilà. Donc, vous redonnez la question, mais avec vos notations. Comme ça, à la fin, quand vous aurez votre égalité avec vos notations, ben, on aura tout de suite compris que vous avez bien démontré la propriété. OK. Donc, étape 1. Qu'est-ce qu'on veut démontrer pour l'étape 1 de notre preuve? Il faut démontrer que la propriété est vraie. Pourquoi? Pour les règles de base. C'est quoi les règles de base? C'est epsilon. C'est quoi le nombre de A de epsilon? Et c'est égal à quoi d'autre? Au nombre de B de epsilon. D'accord? Donc, la propriété est vraie pour epsilon. OK. Étape 2. On veut montrer que la propriété se conserve par application de nos règles d'induction. On a combien de règles d'induction? 3. Donc il va falloir jouer avec les 3 règles. Première règle d'induction, c'est celle-ci.
Nos règles d'inférence, enfin d'induction aussi, ça va. Faire une capture d'écran juste de ça, je copie, hop. Donc d'abord pour cette règle-là. Donc règle pour cette règle. Alors, on suppose quoi? On suppose que A de x égale B de x et, quoi d'autre? A de y égale B de y. Parce que notre règle d'inférence, elle prend deux éléments différents, deux mots différents de L3 et elle les fusionne. Donc là, il faut considérer que la propriété est vraie au départ pour les deux éléments. Et ensuite, on va les fusionner. Alors, c'est quoi le nombre de A de xy? Alors, pardon, le nombre de A de xy, c'est quoi? Ok, c'est A de x plus A de y. C'est-à-dire, je compte combien j'ai de A dans x et combien j'ai de A dans y et je les additionne. D'accord? C'est quoi le nombre de B de xy? Mais B de x est égal à quoi par supposition? Donc c'est égal à A de x. Et B de y, c'est égal à quoi? Donc c'est égal à A de xy. Donc j'ai démontré là que pour ma première règle, la propriété est bien conservée. Ok. Maintenant, règle. Donc là, vous pouvez mettre un CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Et je fais ma deuxième règle. Ma deuxième règle, donc on suppose quoi? Je suppose quoi ici? Est égal à pas B de Y, B de X. Oui. Donc je suppose que A de X égale B de X. Et j'en déduis quoi? Il faut que je calcule maintenant quoi? Voilà, il faut que je calcule le nombre de A de X à BX. Et c'est égal à quoi ça? C'est égal à 2 fois le nombre de A de X, plus 1, parce que je rajoute un A au milieu. Très bien. Il faut que je calcule quoi maintenant? Le nombre de B dans X à BX. Et c'est égal à quoi? Alors, c'est égal à 2B de X, parce que j'ai 2 fois X, plus 1, parce que je rajoute un B. Et donc ça, c'est égal à quoi? 2 fois 2x plus 1. Et c'est égal à quoi, ça? Pour le moment, la propriété semble se conserver. Alors je vous laisse, excusez-moi, je vous laisse le temps de recopier. Oui. Comment, pardon? Oui. Quand vous construisez le mot x à bx, d'accord? Vous voulez compter le nombre de a qu'il y a dans le mot x à bx. On a mis combien de fois le mot x? 2 fois. Donc déjà, vous êtes sûr que x à bx, il y a déjà au moins 2 fois le nombre de... Il y a
il y a 2 fois plus de A dans x à bx qu'il y en a dans x. C'est pour ça que vous dites que le nombre de A qu'on a dans x à bx, c'est 2 fois A de x. Mais qu'est-ce qu'on a rajouté en plein milieu? On a rajouté un A. Donc, il y a dans x à bx, il y a le nombre de A qu'il y a dans x, fois 2, plus 1 parce qu'on rajoute un A en plein milieu. Voilà pourquoi le nombre de A de x à bx, c'est 2 fois A de x plus 1. C'est clair? Ça va? Très bien. Alors, j'ai une dernière règle à faire maintenant. Bien sûr. Celui-ci, c'était celui-ci. Hop. Oui, tenez. La dernière règle, je vous laisse 1 minute top chrono pour la faire vous-même. C'est vraiment reprendre le modèle de ce qu'on a fait juste avant, l'adapter. Donc vous devez calculer le nombre de A de Cxxc par rapport au nombre de A de x. Donc n'oubliez pas de commencer par on suppose A de x égale B de x. Et maintenant, vous devez calculer A de Cxxc. Vous devez aussi calculer le nombre de B de Cxxc et montrer qu'ils sont égaux. Alors au fond, est-ce que l'un de vous trois peut me donner la solution? Allez-y. Alors le nombre de A de Cxxc, c'est égal à quoi? Alors vous avez dit 2ax plus 2. Alors, pouvez-vous me dire d'où viennent les deux AX? D'accord. Et d'où vient le plus 2? Mais C, c'est juste une lettre. D'accord. C'est juste la lettre C, parce que c'est sur l'alphabet ABC. C'est-à-dire qu'en gros, nos mots ne sont constitués que de petits A, de petits B ou de petits C. Donc C, c'est vraiment la lettre C. Juste plus 1. D'où vient le plus 1? Alors, regardez, on est d'accord que, vous êtes d'accord que ça, c'est 2 fois A de x déjà, puisque on ajoute 2 fois A. Et puis, vous vous dites, les C que je rajoute, là, sur le dessus, combien de A ils ramènent? Oui? Les 2 C qu'on rajoute, mais ils ramènent combien de A, justement? Parce que c'est juste la lettre C. La lettre C, elle contient combien de A? Ben, 0. Donc, voilà. Maintenant, B de Cxxc,
c'est 2bx. D'accord? Et 2bx, c'est égal à quoi? Par supposition, à 2ax. Et j'ai ma preuve. Comment? Il y a A, pardon, de... Ah oui, pardon, oui, excusez-moi, pour bien terminer, vous avez raison. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, j'ai démontré que tous les mots de L3, c'est bien L3, oui c'est ça, tous les mots de L3 contiennent autant de A que de B. Est-ce que j'ai démontré que tous les mots qui ont autant de A que de B sont dans L3? Non. Comme je vous ai dit, j'ai montré que la propriété s'applique pour tous les éléments de L3. Je n'ai pas montré que tout élément qui suit cette propriété est dans L3. Donc, je n'ai pas démontré que L3, c'était l'ensemble des mots qui contiennent autant de A que de B. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. D'accord? J'ai juste montré qu'une propriété s'applique à tous les éléments, mais je n'ai pas montré que tous les éléments qui suivent dans cette propriété sont dans mon ensemble. D'accord? Donc, je n'ai pas montré que mon ensemble était égal à tout ce qui suivait cette propriété. OK? C'est bien dans un sens, pas dans l'autre. Alors, ensuite, on aurait l'étape 5. L'étape 5, ce serait quoi? De démontrer que les mots dans L3 ont un nombre pair de symboles. D'accord? Nombre pair de symboles, c'est-à-dire un nombre pair de lettres. Quand je compte le nombre de lettres, c'est un nombre pair. Alors, est-ce que d'après vous, cette propriété est vraie? Oui, alors déjà, on devrait la démontrer sur quoi, la propriété? Sur quoi, vous avez dit? Sur l'ensemble vide, tout à fait. Et l'ensemble vide, il contient combien de symboles? 0. Et 0, c'est pair, donc ça marche. Ensuite, je devrais démontrer quoi? Voilà, je dois démontrer que la propriété est conservée par rapport à mes 3 règles d'induction. Première règle, est-ce que si x a un nombre pair de symboles et y a un nombre pair de symboles, est-ce que xy a un nombre pair de symboles? Oui, parce que je les rajoute entre eux, donc ça reste pair. Si x a un nombre pair de symboles, est-ce que xabx a un nombre pair de symboles? Oui, puisque xabx, c'est 2 fois le nombre de symboles de x plus 2. Voilà. Et enfin, pour le dernier, est-ce que ça marche aussi? Oui, parce que je multiplie par 2 le nombre de symboles et je rajoute aussi 2. Donc, ça se conserve, ça fonctionnerait aussi. D'accord? Est-ce que par contre, j'aurais démontré que tout mot qui contient un nombre pair de symboles est dans mon alphabet? Non. Je n'ai pas démontré l'inverse. J'ai dit que tout mot dans mon alphabet avait un nombre pair de symboles, mais je n'ai pas dit que tout élément qui a un nombre pair de symboles est dans mon alphabet. J'ai juste dit que mon alphabet, il suit cette propriété, mais pas inversement. Ce n'est pas tout élément qui suit dans cette propriété est dans mon L3. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Parce que dans L3, dans les éléments qui ont des nombres pairs de symboles, j'ai des mots qui ne sont pas dans L3. On a vu, justement, par exemple, alors ZZ, oui, d'accord, parce que c'est vrai, ABC, mais par exemple, CA. Mais CA, c'est pas possible parce que quand j'ai A, normalement, j'ai B qui suit. CA, c'est un nombre pair de symboles, c'est pas dans mon alphabet. D'accord? Donc, comprenez bien que vous montrez que les éléments de votre ensemble suivent une propriété, mais ça ne veut pas dire que votre ensemble, c'est tous les éléments qui suivent cette propriété. D'accord? Donc ensuite, comment on fait pour déduire que des mots n'appartiennent pas à L3? Eh bien, on va montrer qu'ils ne suivent pas certaines des propriétés que sont censés suivre les éléments de L3. Voilà l'intérêt de montrer qu'il y a des propriétés qui sont suivies, c'est après de pouvoir démontrer que certains éléments n'appartiennent pas à L3. Donc ici, C, ABC, ABC, pourquoi il n'appartiendrait pas à L3? Il y a 7 symboles, ce n'est pas un nombre pair. Il ne peut pas appartenir à L3. Et pourquoi C, 5 fois n'appartient pas à L3? Pour la même raison, il y a 5 symboles, ce n'est pas possible, il ne peut pas appartenir à L3. Voilà. Voilà un petit peu tous ces éléments, à quoi ça sert. Votre construction par induction, etc., ça va vous permettre ensuite de faire des preuves par récurrence, mais une nouvelle forme de récurrence. Et ensuite, ces preuves vont vous permettre d'établir des propriétés.
donc des propriétés que vous démontrerez par récurrence, pardon. Et ensuite, ça vous permettra de montrer que des éléments n'appartiennent pas à votre ensemble que vous avez construit. D'accord? Donc ensuite, vous avez dû voir, donc ça ce sera le TD3 certainement. Alors le TD2, il y a certains exercices qu'on n'a pas fait. Ah oui, celui-là, on le fera certainement la prochaine fois. On peut essayer de le faire juste un exercice, la fonction suivante. Vous voyez, vous avez ici, vous définissez par induction, je vais le faire très rapidement, hein, vous définissez par induction les listes. Alors les listes, vous dites qu'il y a une règle de base, c'est que la liste vide, c'est une liste. C'est votre règle de base tout en haut. Et puis vous dites que quand vous avez une liste et que vous lui rajoutez un élément devant, ça reste une liste. Ça, c'est classique, d'accord? Vous avez une liste d'éléments, si vous lui rajoutez un élément, ça reste une liste d'éléments. Et on veut en fait définir aussi par inférence la fonction inf qui renvoie le plus petit élément de la liste. Donc en fait, quand vous voulez définir une fonction par inférence, vous devez donner la valeur de la fonction pour chaque élément de base et ensuite donner la valeur de la fonction pour chacune de vos règles d'inférence. Donc, la valeur de la fonction inf pour l'élément de base, c'est quoi? Vous voyez, je suis sur cette question-là. Je veux définir la fonction inf qui me renvoie le plus petit élément de ma liste. Comment je fais ça? En fait, vous essayez de construire, en termes informatiques, vous essayez de construire une fonction récursive qui vous donne le plus petit élément de votre liste. Donc, d'abord, la fonction inf, il faut définir sa valeur précise pour chaque élément de base. Ici, j'ai quoi comme élément de base? La liste vide. Mon truc de base, c'est celui-là. C'est crochet ouvrant, crochet fermant, c'est la liste vide. Il n'y a aucun élément là-dedans. D'accord? C'est quoi la valeur de inf pour une liste vide? Voilà, c'est moins 1 par convention, c'est marqué. Ici, c'est marqué dans la définition, on a dit par convention, inf de la liste vide égale moins 1. D'accord? Donc, premier élément, inf de liste vide égale moins 1. Et maintenant, votre règle d'inférence. Vous devez définir inf de x0.l, d'accord, de ça, en fonction de inf de L. D'accord? Donc, vous construisez ce que renvoie votre fonction en fonction de la valeur qu'elle aurait pu avoir sur L. Donc, c'est quoi inf de x0 avec L en fonction de inf de L? C'est le minimum, exactement, entre quoi? x0, c'est-à-dire l'élément que vous avez rajouté dans votre liste, et inf de L. Voilà, vous avez défini votre fonction par induction. Donc quand vous définissez un ensemble par induction, vous êtes aussi capable de définir des fonctions sur cet ensemble par induction, en expliquant qu'est-ce que vaut votre fonction sur les éléments de base et comment votre fonction évolue quand vous faites vos règles d'induction. Si vous deviez faire la fonction de somme, ce serait quoi? Donc la somme, il faut la définir sur deux choses. Il faudrait la définir sur l'élément de base et la définir sur la règle d'induction. C'est quoi sur l'élément de base le résultat de la somme? C'est 0. Donc vous savez que somme de liste vide vaut 0. Première étape. Deuxième étape, sur l'élément de base, que vaut somme de x0 rattaché à L par rapport à somme de L? Voilà, donc la somme de x0.L, c'est x0 plus somme de L. Et vous avez défini votre fonction somme par induction. Oui? Le quoi, pardon? Liste de n, pardon. Liste, elle prend donc un ensemble d'entiers en entrée et elle doit vous ressortir un entier positif ou moins 1. C'est la sortie de la fonction. D'accord? En fait, et pourquoi elle peut vous ressortir? On est d'accord que la fonction inf, comme c'est des listes d'entiers,
La fonction inf, c'est forcément un entier, comme c'est des listes d'entiers positifs, la fonction inf, normalement, c'est un entier positif. Donc c'est pour ça qu'elle vous donne une valeur dans n. D'accord? Mais elle peut aussi vous renvoyer -1 dans le cas où votre liste est vide. C'est pour ça que cette fonction, elle prend en entrée une liste d'entiers et elle donne en sortie un entier positif ou -1. C'est pour ça, donc là, c'est simplement les valeurs de sortie de la fonction. Elles peuvent être dans l'ensemble n union -1, c'est-à-dire des entiers positifs ou juste -1 dans le cas où la liste est vide. C'est l'ensemble d'arrivée de votre fonction. Tout à fait, c'est l'ensemble d'arrivée de votre fonction. Voilà, et mapf, c'est pas très intéressant, on va pas y passer du temps, mais donc voilà, vous pouvez définir par induction des fonctions sur vos ensembles que vous avez construits par induction.